Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre du démo day, je vais vous parler de l'Internet de la valeur. Donc concrètement, comment un token peut prendre de la valeur, comment créer un token et quels sont les différents types de tokens qui existent sur les technologies blockchain. Donc avant de commencer dans le détail, j'aime bien rappeler deux petites choses. Donc 1990, c'était la création d'Internet et effectivement, maintenant tout le monde le sait, tout le monde utilise Internet de façon quotidienne. Mais depuis Internet, transférer de l'information n'a jamais été aussi simple. 2008, arrivée du Bitcoin. Et depuis le Bitcoin, transférer de la valeur n'a jamais été aussi simple. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire transférer de la valeur. Transférer de l'information, tout le monde a compris. On le voit maintenant dans les emails qu'on utilise, etc. On peut même acheter effectivement sur Internet. Mais en fait, transférer de l'information qui était à la base communiquée, peut-être la presse Internet, etc. Donc il n'a jamais été aussi simple de transférer de l'information depuis Internet. La création du Bitcoin permet de transférer de la valeur. Donc comment un token peut prendre de la valeur? Alors c'est pas si compliqué que ça dans l'absolu. Il faut évidemment que le token et des usages. Un token qui ne sert à rien ne prend pas de valeur. Ça paraît évident, mais on voit tellement sur Internet des personnes qui créent des jetons ou qui vendent des jetons et qui finalement ne servent à rien. Vous l'avez bien compris, qu'un token qui ne sert à rien ne prendra pas de valeur. Et il y a aussi deux choses importantes, c'est l'offre et la demande. Il faut, pour qu'un token prenne de la valeur, il faut qu'il y ait des demandeurs et des offreurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des achats et des ventes. Donc il faut qu'il y ait des échanges. Donc petit rappel rapide, puisque en fait la tokenisation, on entend parler de tokenisation depuis 2015. Alors, 2015 c'est pas si vieux, ça fait 5 ans, donc pourquoi? Je vous l'ai expliqué, c'est que Bitcoin a été créé en 2008 et en 2015 Ethereum a été créé donc sur la base du même protocole que Bitcoin finalement, la blockchain, avec une petite particularité par rapport à Bitcoin, c'est que Ethereum, on peut créer des smart contracts. Donc c'est des codes informatiques, un smart contract, c'est des codes informatiques qui sont injectés dans la blockchain. Donc une fois que le code informatique est injecté dans la blockchain, il est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le modifier par la suite. Donc ça a des grands intérêts, c'est-à-dire que le code qu'on y injecte ne peut pas être modifié par qui que ce soit après avoir été déployé sur la blockchain. Bon, très bien, mais finalement c'est quoi un token? Alors je vais prendre un exemple simple, pour faire simple. Excusez-moi, peut-être que je vais en frustrer plus d'un, mais l'euro de votre compte bancaire est un token finalement. C'est-à-dire que c'est une ligne de code qui est compatible avec le réseau de votre banque. Par exemple, pour passer d'un euro Crédit Agricole à un euro Société Générale, il faut changer de réseau et il faut passer par l'euro de la Banque centrale. Donc si vous êtes client Crédit Agricole et que vous voulez payer quelqu'un qui est client de la Société Générale, en fait votre euro Crédit Agricole est remplacé par un euro Société Générale. Donc c'est finalement uniquement une ligne de code. Donc aujourd'hui vous utilisez déjà inconsciemment des tokens qui pourraient s'appeler des euros, qui s'appellent des euros. Donc évidemment il est important de connaître le code qui gère le token. Alors c'est quoi le code? Ça peut être la quantité de jetons en circulation, les règles de fabrication et de destruction des tokens, le fonctionnement, les usages, etc. Donc tout ça, finalement, ça peut être écrit dans un code. Alors la question, c'est est-ce que vous connaissez les règles de fonctionnement de l'euro? À mon avis, tout comme moi, c'est non. Pourquoi? Parce que les règles sont régulièrement modifiées. Les lois, la régulation, la création monétaire, le taux d'intérêt de la banque centrale, etc. Tout ça, ce sont des modifications permanentes qui changent les règles du jeu de l'euro. Alors ça a ses avantages, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais finalement les règles du jeu d'aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes règles du jeu que demain. Connaissez-vous les règles du jeu de fonctionnement d'un token blockchain? Alors peut-être pas tout le monde, puisqu'il faut quand même un petit peu s'y connaître en code informatique pour comprendre le contenu du code, mais oui, le smart contract pour les tokens d'Ethereum ou le code du Bitcoin par exemple sont connus, ils peuvent être consultés. Et ensuite, donc du coup, si on consulte ce code, on connaît les règles du jeu et on sait comment un jeton peut être fabriqué, peut être détruit, etc. etc. Et l'avantage d'un smart contract ou du code blockchain, c'est qu'il est immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est inscrit dans la blockchain, il ne peut plus être modifié. Donc les règles du jeu ne peuvent pas être modifiées. Et c'est ce qui aujourd'hui donne de la vraie valeur
au Bitcoin ou à l'Ether, c'est que les règles du jeu sont définies à l'avance. On ne peut pas les modifier en cours de route. Donc sur Ethereum, donc nous on est plutôt spécialiste d'Ethereum, donc je vais pouvoir vous en parler. Il y a deux types de jetons. Bon, il y en a d'autres, mais les plus importants sont les jetons fongibles et les jetons non fongibles. Alors pour ceux qui aiment la techno, il s'appelle aussi ERC20 pour le fongible et ERC721 pour le non fongible. Je ne vais pas vous polluer d'informations avec des codes, on va se rappeler de fongible et non fongible. Alors quelle est la différence? Un fongible, par exemple l'euro, est un jeton fongible, c'est-à-dire qu'il est interchangeable. C'est-à-dire qu'un euro égale un euro, et les pièces de 1 euro ne sont pas numérotées. Donc chaque euro est interchangeable par un autre euro. Donc là, on peut utiliser les jetons fongibles dans le cadre, par exemple, d'une crypto-monnaie. Le non fongible, donc c'est un jeton unique. C'est-à-dire que chaque jeton est représentatif d'un objet physique, d'un certificat d'authenticité, d'un titre de propriété, d'une œuvre d'art, etc. Donc c'est un jeton qui est unique. Et en plus, il offre l'avantage que ce jeton peut être mis à jour. C'est-à-dire qu'on peut intégrer dans ce jeton du contenu. Donc dans le cas d'une œuvre d'art, par exemple, si on a un jeton non fongible représentatif d'une œuvre d'art, on pourrait très bien, à chaque fois que l'œuvre d'art change de main, change de propriétaire, on pourrait très bien inscrire dans le jeton une information qui est le nom du propriétaire, par exemple. Donc on va prendre des exemples concrets pour mieux comprendre. Dans le cadre du stockage, par exemple, donc il y a des multiples cas possibles. Donc on travaille actuellement avec différents secteurs d'activité. Donc entre autres le vin, qui est un bon exemple, mais bon, ça se généralise dans le cadre du stockage. Hein. Il existe aussi des jetons qui ont été créés dans le cadre de la sardine, donc des boîtes de sardines qui sont tokenisées. On peut le faire dans le vin, dans le whisky, enfin différentes choses. Donc dans le cadre du stockage, on pourrait très bien avoir un jeton donc fongible qui pourrait être une monnaie d'échange. Donc dans le cadre d'un château ou d'une région, par exemple le Bordeaux, on pourrait très bien créer un jeton qui s'appelle le Bordeaux. Et avec ce jeton, on pourra acheter tous les vins de Bordeaux. Alors évidemment, pour que le jeton ait de la valeur, il faut qu'il ait un intérêt. Donc si on peut acheter une bouteille en euros ou qu'on peut l'acheter en jeton et que finalement le prix est le même, aucun intérêt d'aller chercher du jeton et de se compliquer la vie et aller acheter du jeton Bordeaux. Par contre, si le jeton Bordeaux permet d'acheter des vins moins chers ou permet d'acheter des vins en exclusivité, c'est-à-dire des vins premium, des vins rares, et on peut les acheter uniquement en jeton et pas en euros, là, le jeton a un vrai intérêt. Dans le cas d'un jeton non fongible, chaque bouteille à chaque bouteille peut être associé un jeton spécifique, qui permettrait en fait d'être l'équivalent d'un certificat d'authenticité de chaque bouteille. Donc une bouteille de vin pourrait être conservée au château, donc avec toutes les conditions de température et d'humidité qui vont bien. Le vin n'est pas manipulé, n'est pas bougé, n'est pas transporté, la chute du froid respectée. Le château décide de tokeniser ces bouteilles de vin et de vendre les tokens. Donc le token peut être revendu, passer de main en main. L'avantage de la blockchain, c'est qu'un token peut voyager de France vers Singapour en quelques secondes. Et donc le token peut prendre de la valeur par des ventes aux enchères successives, par exemple. Le dernier possesseur du jeton décide non pas de conserver le jeton, ni même de le revendre, mais ce qui l'intéresse, c'est de récupérer la bouteille. Donc à ce moment-là, il renvoie le jeton au château, qui conditionne la bouteille dans des conditions idéales, qui le transporte et qui l'envoie directement au nouveau propriétaire. L'intérêt est énorme, hein, puisque dans le cadre du vin, par exemple, il y a beaucoup de problématiques de vol de vin ou de contrefaçon autour du vin. Donc là, l'avantage, c'est que le jeton qui a circulé, donc c'est le jeton physique qui a circulé et non pas le produit physique qui est resté au château. Donc l'avantage, c'est que le dernier acquéreur du jeton est sûr de se procurer la bouteille originale. On vient, sans savoir, de parler d'Internet de la valeur, c'est-à-dire qu'on vient de transférer de la valeur. Donc un produit physique qui n'a pas bougé, on a transféré la valeur de ce produit physique de main en main, de pays en pays, en quelques secondes, sans aucun intermédiaire. Dans le cadre du sport, même chose, c'est différents exemples. Hein. Donc après, je laisse votre imagination fonctionner, puisque des idées, il y en a des multitudes. Dans le cadre dans le domaine du sport, on pourrait très bien créer un jeton non fongible, donc créer une monnaie spécifique à un club. Par exemple le PSG,
le stade l'OM, l'Olympique de Marseille, etc. On peut très bien créer un jeton qui est spécifique au club. L'avantage serait, encore une fois, il faut qu'il y ait des avantages par rapport à l'euro, mais permettrait d'acheter des places de, de matchs ou même de spectacles, parce que la plupart du temps, les stades sont aussi loués pour des concerts, etc. Donc on pourrait très bien acheter des places avec des jetons à des tarifs réduits, ou même et surtout avoir des places exclusives, peut-être assis à côté des joueurs, ou même rencontrer les joueurs pour toutes les personnes qui possèdent des jetons. Dans le cadre d'un jeton non fongible, là on pourrait être dans le... par exemple pour ceux qui connaissent un peu les anciennes cartes Panini qui s'échangeaient dans les cours de récréation, il existe des solutions où il y a des cartes de jeu qui ont été tokenisées. Donc chaque carte de jeu, chaque carte de joueur est, a été, pour chaque carte de joueur a été créé un jeton non fongible. Donc l'intérêt c'est qu'ensuite on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut pour chaque jeton non fongible, on peut lui rajouter de l'information dedans. Donc si le joueur a gagné des matchs, on peut le rajouter. Si la carte est passée de main en main, on peut aussi rajouter le nom du propriétaire. Enfin, on peut rajouter un tas d'informations dans le jeton autant qu'on veut. Donc l'avantage c'est que le jeton, enfin encore une fois le jeton, donc la carte physique on peut se la procurer aussi, ou alors finalement la carte reste virtuelle et c'est uniquement le jeton qui circule. Dans le cadre du cinéma, l'exemple est assez intéressant aussi, c'est qu'on peut très bien créer une monnaie spécifique à un film. On va prendre par exemple le film, alors il y a film, série, ou même au niveau d'un producteur. Alors, évidemment, il est plus intéressant de créer une monnaie au niveau producteur. Donc un producteur qui produit plusieurs films, admettons que tous les producteurs qui fabriquent, qui créent les Marvel, donc pour chaque, on pourrait créer un token qui serait émis par le producteur. Et avec ces tokens, on pourrait participer à des ventes aux enchères, acheter les objets des décors, rencontrer les artistes, participer au film, peut-être même être acteur dans le film en tant que figurant. Enfin, il y a des multiples idées possibles en échange de la crypto-monnaie qui serait créée par le producteur. Imaginez-vous par exemple Casa del Papel au tout début, donc un film qui n'était pas forcément très connu, un producteur pas très connu, qui décide de tokeniser Casa del Papel. Donc on va créer un token qui va s'appeler Casa del Papel. On va donc pouvoir acheter les objets, les costumes du film, etc. avec ces tokens. Alors évidemment, au début, quand la série n'est pas connue, les objets et les accessoires du film n'ont pas de grande valeur. Par contre, si demain le film est reconnu, les objets ont de la valeur. Imaginez-vous porter le masque ou pouvoir vous procurer les masques de Dali qui ont servi dans le film de Casa del Papel, et vous pourriez très bien vous acquérir les originaux grâce à des jetons spécifiques au film. Et le cas d'un jeton non fongible, justement, pourrait être, pour le coup, un décor, un objet spécifique du film, etc. Imaginez-vous le film de Walking Dead, l'arbalète de l'acteur, ou la moto de l'acteur, ou un costume d'un acteur qui a beaucoup de succès dans le film. Vous pourriez très bien acheter l'objet. Alors l'avantage pour le producteur, c'est de pouvoir financer ses décors, financer son film. Donc il vous vend le jeton représentatif de l'arbalète au prix de revient, admettons, 1000 euros, je dis n'importe quoi, 1000 euros. L'avantage, c'est qu'il peut profiter de son arbalète, il peut profiter de son accessoire pour faire son film. Et le jour où l'accessoire n'est plus utile, à ce moment-là, vous pourrez échanger votre jeton contre le produit physique. Alors en plus, si le film est un succès, si l'artiste est de plus en plus connu et de plus en plus de notoriété, j'imagine que l'objet de cet acteur aura une grande valeur d'échange. Donc la personne qui aura acheté le jeton au tout début, qui l'aura revendu aux enchères, qui est revendu et revendu encore aux enchères, peut-être qu'à la fin, le jeton qui en valait 1000 en vaut peut-être 10 000. Dans les jeux vidéo, même phénomène, on peut très bien créer une monnaie spécifique à un jeu, donc qui permettrait d'acheter des accessoires au sein du jeu, des potions magiques, des accessoires, des haches, des armes, des costumes, etc. Ou même créer une monnaie spécifique à un éditeur de jeu, donc comme Ubisoft par exemple, ou Atari, bref, il y en a d'autres. Donc on pourrait très bien créer une monnaie spécifique à un éditeur de jeux vidéo. Et avec cette monnaie, on pourrait acheter des jeux, on pourrait acheter des accessoires au sein même des jeux. Donc avec cette même monnaie, on pourrait très bien acheter une arme sur un jeu, ou acheter une voiture sur un autre, ou acheter une potion magique ou un costume sur encore un autre jeu. Ensuite, les objets. Alors là, ça c'est vraiment intéressant dans le cadre du jeu vidéo.
c'est les tokens non fongibles. Donc, je le rappelle, un jeton non fongible est un jeton unique. Donc, on pourrait très bien avoir un jeton qui est représentatif d'un accessoire. Donc, un accessoire qui, au début, n'a aucun pouvoir. Donc, on crée un token non fongible pour la hache ou pour une arme d'un des personnages. Donc, au début, cette arme n'a aucune force spécifique ou n'a aucun pouvoir. Par contre, au fur et à mesure que des combats vont être gagnés, cette hache peut être de plus en plus performante. Et cette performance, en fait, on peut l'inscrire dans le jeton. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous êtes un joueur, vous avez une hache, vous achetez une hache, et ensuite vous la faites évoluer. Parce que vous êtes plutôt bon au jeu, et donc cette hache va monter en gamme. Donc à partir de là, vous allez avoir une hache qui va avoir des performances. Et bien vous pourrez revendre. Vous pourrez revendre ce jeton à un autre joueur qui du coup, une fois en possession de ce jeton, possédera aussi indirectement cette hache qui vient de vous acheter. Il y a des vrais business qui peuvent se créer autour du jeu vidéo. Vous pourriez par exemple être un très bon combattant dans un jeu et plutôt fort pour faire monter des accessoires ou des armes en niveau. Donc là, vous allez vous spécialiser dans la création d'armes. Vous pourriez très bien avoir un ami qui est plutôt fort dans la création de potions magiques, ou un autre qui est plutôt fort dans la création de costumes, etc., etc. Donc chacun va pouvoir se créer une spécialité et donc créer et faire évoluer ses propres jetons non fongibles et ensuite les revendre sur des marchés secondaires. Vous avez compris, je vous laisse fonctionner votre imagination, mais vous avez compris qu'il y a des énormes opportunités. Dans les transports maritimes, donc je vais très vite, donc on peut créer dans le cadre d'un jeton fongible donc une monnaie d'échange transfrontalière, ça évite de passer dans les différentes monnaies des différents pays. Vous avez une monnaie qui est commune aux transporteurs logistiques. Un token non fongible peut être un conteneur dans lequel on va enregistrer toutes les données de géolocalisation, de contenu, etc. etc. Et du coup, on aura toute la traçabilité d'un conteneur et voire même les cycles de maintenance qu'il a pu réaliser, etc. Donc ça, c'est encore une fois, c'est très facile à faire. Hein. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Tout ce qu'on est en train de vous présenter là, on est déjà en train de l'étudier avec différentes entreprises. Domaine de l'art, donc là l'art c'est le même principe, un artiste peut très bien créer son token pour financer ses... Donc il crée un token qui vend et ensuite grâce à ces tokens que vous allez pouvoir posséder, vous pourrez acheter ses œuvres d'art. Donc c'est tout simplement une monnaie que l'artiste pourrait créer. Il peut aussi décider de tokeniser une œuvre d'art en plusieurs morceaux, c'est-à-dire que une œuvre d'art qui fait 1 mètre carré, on pourrait tokeniser chaque centimètre carré. Et donc chaque centimètre carré pourrait faire l'objet d'un token. Dans le cadre du token non fongible, même principe. Chaque œuvre d'art pourrait être à chaque œuvre d'art pourrait être associé un token non fongible. Donc un token non fongible, finalement, c'est un peu la preuve c'est un peu un certificat d'authenticité. C'est-à-dire que si vous possédez l'œuvre et qu'en plus vous possédez le token, vous êtes bien le propriétaire. C'est-à-dire que si demain on vous vole l'œuvre et que ce voleur veut revendre l'œuvre, il va falloir qu'il justifie aussi de son titre de propriété. Et son titre de propriété, c'est le token. Donc il faudrait qu'il vous vole à la fois l'œuvre d'art et à la fois le token. Donc vous comprenez que c'est un peu compliqué. Donc ça permet effectivement un token d'associer un titre de propriété. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez très bien être propriétaire d'une œuvre d'art. L'œuvre d'art reste au musée, mais vous êtes bien propriétaire de l'œuvre d'art par le fait que vous possédez le token en question. Et donc à tout moment, vous pouvez décider de récupérer l'œuvre d'art ou alors de la laisser au musée, enfin, peu importe. Mais l'avantage, c'est que l'œuvre d'art originale, vous en êtes le propriétaire. Et vous pouvez revendre le token à quelqu'un d'autre. L'immobilier, bon, même principe. Hein. L'immobilier, on est en discussion avec un projet immobilier assez intéressant qui est un peu comme un center park, un parc de loisirs avec des habitations, des bungalows, tous écologiques. Donc, qui fonctionnent en totale autonomie avec récupération de l'eau dans les sols, avec l'énergie solaire, etc. L'idée du promoteur, c'est de financer un parc type center park en créant une propre monnaie. Cette monnaie pourra permettre donc aux personnes qui possèdent cette monnaie de venir passer un séjour, de louer les bungalows ou voire même peut-être en acheter. Alors l'idée est, pour que le token ait de la valeur, il faut
soit qu'on ait encore une fois des tarifs réduits quand on paye en jetons, versus si on paye en euros. Voire même donner la possibilité sur des bagalos, on va dire un peu VIP, un peu premium, avec des prestations plus haut de gamme, qui pourraient être accessibles uniquement en jetons. Et dans le cadre d'un jeton non fongible, donc ça pourrait être très bien, on pourrait très bien tokeniser chaque bungalow, et chaque bungalow pourrait être propriété de quelqu'un, et en échange de ce titre de propriété, pourrait recevoir aussi des dividendes, ou des avantages, ou des bonus chaque mois en fonction des locations, par exemple. Le festival ou le domaine de la musique est très intéressant aussi, parce que dans le cadre des concerts, on pourrait très bien créer des tokens, donc on pourrait très bien créer un token pour un artiste en particulier. Donc lui, l'artiste, ça lui permettrait de financer sa tournée. Et en échange du financement obtenu de la part des investisseurs, les investisseurs reçoivent des jetons, donc des jetons non fongibles, donc la monnaie de l'artiste. Donc l'artiste en question, donc on pourrait donc aller au concert de cet artiste en payant en jetons ou en euros, mais on pourrait aussi avoir des places privilèges, des places premium, pouvoir rencontrer l'artiste, etc. Et dans le cas d'un jeton non fongible, on pourrait très bien tokeniser le costume des artistes, les instruments de musique, etc. Et là, il y a un vrai intérêt, parce qu'un artiste qui n'est pas connu au début, on pourrait très bien acheter la guitare d'un musicien. Euh, si cet artiste devient connu, la guitare en question que vous avez achetée au prix de revient finalement, parce que l'artiste, lui, il cherchait juste à financer euh, son, sa guitare, il ne cherchait pas forcément à faire de la plus-value. Donc il vous a, il vous a vendu sa guitare par un token, il garde la guitare parce qu'il en a évidemment besoin, mais le token, vous le possédez. Et si l'artiste devient connu, votre token que vous possédez va prendre de la valeur. Donc à tout moment, vous pourrez récupérer la guitare en échange du token, ou alors le token, vous pourrez le revendre à quelqu'un qui rêverait d'avoir la guitare de ce fameux artiste. Bref, encore une fois, des idées, il y en a des multiples. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup pour votre attention. Donc cette vidéo était un peu longue, 25 minutes. Vous avez compris que bon, un token ne prend de la valeur que s'il a des usages. Tokeniser, créer des tokens, c'est assez simple techniquement. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. On peut faire des levées de fonds en crypto-monnaie qui permettent de créer des tokens spécifiques à un projet. On peut créer des tokens sans forcément faire une levée de fonds. Enfin, il y a différentes méthodes. Mais comprenez que la tokenisation et l'Internet de la valeur, comme on le dit, est forcément en pleine dynamique. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir, bonne journée.